Je suis sans tente, je suis sans matelas, j'ai rien bu, j'ai rien mangé depuis je sais pas combien de temps. Tomek est tout seul. Et là, j'apprends que je dois passer une nuit de fortune à 6007. On est en Himalaya. Autant dans les Alpes, oui, je peux arriver à passer une nuit de fortune. En Himalaya, je savais même pas que c'était possible, quoi. Je me sens en danger, je me sens éloignée, je me sens trahie, ouais, je suis en colère à ce moment-là, ouais. Et j'ai peur, ouais. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de survie. Alors, cette fois, à la différence des autres, elle finit bien, oui, mais seulement pour une des deux personnes. Cette personne, c'est Elisabeth Révol, une Française avec un mental de dingue. Dans cette histoire, on frôle vraiment les limites du possible, voire du rationnel, tellement c'est fou. Dans la première partie, qui sera la plus longue, ça fera les 3/4 de la vidéo, je vous raconte leur survie, tout ce qui s'est passé, et dans la deuxième partie, je vous explique comment les secours ont dû s'organiser pour les sauver. Tout ça, Elisabeth ne l'apprendra qu'après, et heureusement, je me suis basée sur son livre et sur ses interviews en vidéo. Il y a même les messages envoyés entre elle et les secours. Elle a écrit le livre pour rétablir la vérité, car elle explique que dans certains articles, il manque des informations importantes, et c'était aussi pour elle une façon de rendre hommage à son acolyte des montagnes. Je vous laisse vous installer tranquillement, et c'est parti. Comme d'habitude, je vous pose le contexte. Elisabeth Révol est née le 29 avril 1979 à Crest, dans la Drôme. Dès toute petite, ses parents l'emmènent faire des randonnées en montagne. À cette époque, elle a seulement 4 ans, donc c'est vraiment un tout petit bout de chou, mais elle adore ça. Elle veut toujours monter plus haut, elle regarde les montagnes et elle n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller. Elisabeth est une enfant qui va devenir autonome très vite. Dès ses 13 ans, elle va travailler dans les champs avec son frère, pas par obligation, mais parce qu'elle voulait gagner son propre argent. Elle a été élevée dans un mode de vie, dans une hygiène de vie plutôt saine, notamment depuis le cancer de sa mère. Chaque été, avec sa famille, elle part en randonnée. Elisabeth devient vite accro, elle veut toujours plus. Plus c'est haut et difficile, plus elle aime ça, et puis elle finit par avoir une révélation pour l'alpinisme. En parallèle, elle se met aussi à la gymnastique et fera même des compétitions, ce qui va lui servir plus tard. À 20 ans, elle est complètement addicte à l'alpinisme, elle grimpe en permanence, elle aime la difficulté, c'est son truc, elle veut tester ses limites, c'est comme ça qu'elle prend son pied. C'est presque obsessionnel pour elle, le dépassement de soi, physique et psychologique. Elle commence en 2006 avec un premier sommet à 6000 mètres. En 2015, elle va s'engager auprès d'une association Montagne et Partage. Et en 2016, après 12 années à travailler en tant que prof de sport et à jongler avec sa passion, elle quitte son poste pour se consacrer exclusivement à l'alpinisme. Un an plus tard, en 2017, Elisabeth se lance dans l'ascension de son rêve ultime, l'Everest. C'est son objectif de vie. Malheureusement, cette année-là, la météo n'est pas au rendez-vous et elle est contrainte de faire demi-tour. Petit détail quand même, son but est de faire l'ascension seule et sans oxygène. Ce qu'elle aime, c'est le style alpin. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur Nîmes Purgia, lui, c'était le style expédition. La différence entre les deux, c'est simple. Le style alpin, c'est de l'alpinisme à l'état brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène, pas de Sherpa pour monter le matériel ou pour placer les cordes le long du trajet. Il n'y a pas d'approvisionnement en route de nourriture, etc. Elisabeth monte elle-même son matériel, elle emporte le strict nécessaire. Le but, c'est de faire l'ascension et la redescente d'une seule traite sans aucune aide extérieure. On ne peut compter que sur soi-même et généralement ça se pratique seul ou alors vraiment en petit comité juste à 2 ou à 3. Donc vous voyez déjà plus ou moins le caractère et la force de cette femme. La même année de sa tentative sur l'Everest, elle réussit quand même à enchaîner en 2 mois l'ascension du mont Makalu et du Lhotse qui font partie des 14 8000. Elisabeth Révol, 37 ans, et Thomas Makiewicz, 43 ans, surnommé Tomek, un alpiniste polonais, arrivent au Pakistan. Leur objectif, l'ascension du Nanga Parbat. C'est le 9e sommet le plus haut du monde avec une altitude de 8125 mètres. Il fait aussi partie des 8000. Alors les 8000, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les 14 montagnes les plus hautes du monde. Et comme le nom l'indique, elles font toutes plus de 8000 mètres d'altitude. Le Nanga Parbat veut dire montagne nue et n'a pas bonne réputation car il est appelé aussi montagne tueuse dans le monde de l'alpinisme car beaucoup y ont perdu la vie.
Elisabeth et Tomek se connaissent bien depuis plusieurs années, ils ont une complicité très importante et ils sont complémentaires. Ça n'est pas la première fois qu'ils grimpent ensemble, ça n'est pas la première fois non plus qu'ils se retrouvent au pied du Nanga Parbat. En fait, c'est leur 3e essai ensemble. Une fois en 2015, ils avaient réussi à atteindre 7800 mètres, mais la météo était trop mauvaise, ils ont dû faire demi-tour. Et une autre fois en 2016, et là pareil, les températures étaient trop extrêmes et ils ont dû redescendre. À titre personnel, c'est la 7e tentative pour Tomek qui voue presque une obsession pour ce sommet en particulier. Et c'est la 4e fois pour Elisabeth sur le Nanga Parbat. Tomek et Elisabeth prennent le grand départ. C'est le dernier camp. La veille, il a tellement fait froid que la tente a gelé de l'intérieur. Aujourd'hui, la météo est au beau fixe, le ciel est bleu, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient bloqués à cause d'une tempête, et c'est ce qui les a contraints à ne pas pouvoir établir leur camp plus haut. Gardez ça à l'esprit pour la suite. Il est 7h30 du matin, Elisabeth et Tomek commencent l'ascension du Nanga Parbat. Derrière eux, ils laissent toutes leurs affaires au camp, ils ont prévu de faire l'aller-retour dans la journée. C'est le style alpin, comme je vous l'ai expliqué. Ils voyagent très léger et ils partent avec juste 1 litre d'eau, des barres de céréales, leur masque, une GoPro, une caméra, une trousse à pharmacie d'urgence, une paire de gants et une paire de moufles de secours chacun, et un tracker GPS. Ça permet d'envoyer leurs coordonnées et aussi d'envoyer et de recevoir des messages. Ils ont tous les deux conscience qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils le savent, mais ils aiment ça, c'est leur job, entre guillemets. Entre eux, il y a vraiment une grande complicité. De toute façon, je pense que pour réaliser ce genre d'exploit, c'est nécessaire. Dans toute leur ascension, parce qu'ils en ont déjà fait plusieurs ensemble, ça a toujours été évident qu'au moindre doute, ou que si l'un des deux était trop mal, il faisait demi-tour sans aucune hésitation et sans aucun regret. Les deux alpinistes avancent en rang l'un derrière l'autre. C'est Elisabeth qui est devant, qui ouvre la marche. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Ils parlent très peu, ils ont des codes pour communiquer avec des gestes, avec le regard. L'ascension se passe très bien au début, je vais dire que c'est la routine. Alors quelle routine, hein. Ils enjambent des crevasses, ils en contournent d'autres. Il n'y a pas eu beaucoup de neige l'hiver dernier, ça fait qu'avec le vent, les crevasses sont bien visibles. En chemin, ils voient des restes de tentes des expéditions précédentes, des cordes posées par les Sherpas, mais bien sûr qu'ils ne veulent pas utiliser. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris de corde avec eux, ils estiment ne pas en avoir besoin. Ça n'est pas leur façon de grimper sur les sommets, ils utilisent uniquement leurs piolets et leurs crampons. Les températures baissent un peu, le soleil commence à taper très fort, Elisabeth met son masque, elle est toujours devant, Tomek un peu derrière, à une dizaine de mètres environ, il continue de monter, le paysage est incroyable, elle est toujours autant fascinée par toute cette beauté, puis arrive le palier des 7500 mètres, on appelle ça la zone de la mort. Alors, j'ai vu dans différents articles sur internet que ça disait parfois à partir de 7600, 7800 ou 8000 mètres même, je reste sur les sources du livre. On appelle ça la zone de la mort car le corps est soumis à des efforts importants dans un environnement où il y a moins d'oxygène. Il y a des risques d'œdème pulmonaire et d'hémorragie interne et donc bien sûr la mort. Tomek et Elisabeth le savent, elle est encore plus vigilante sur les signes de son corps, à l'écoute, elle est très concentrée sur ses pas, sur ses prises. Ils suivent un trajet précis qu'ils ont établi au camp. Elle le connaît par cœur, mais une fois bien sûr sur place, c'est quand même pas la même chose, elle doit vraiment se concentrer. Les repères avec la neige sont plus difficiles à voir, les dimensions aussi sont différentes par rapport à un plan, tout est immense, alors parfois ils montent, ils redescendent, mais pour eux, tout est normal jusque-là. Elisabeth et Tomek viennent de passer les 8000 mètres d'altitude.
La température extérieure est toujours ok, enfin ok pour eux, parce qu'ils sont habitués. Le jour commence à prendre fin progressivement, le vent se lève un peu et les nuages sont de plus en plus nombreux. Dans le livre, elle décrit vraiment un paysage magnifique. Il est 17h15, ils sont maintenant à 8036 mètres, ça fait 10 heures qu'ils marchent. Ils ont un peu de retard par rapport à l'itinéraire de base, mais ils ne sont plus qu'à 90 mètres du sommet et la météo est vraiment bonne. Elisabeth sort la GoPro, commence à se filmer un peu elle-même aussi. Si YouTube ne bloque pas, je vous partage la vidéo en question maintenant, sinon vous retrouverez le lien en barre de description. Tomek arrive derrière, elle lui demande comment il va, il répond qu'il est ok, elle regarde le ciel, elle voit les nuages qui arrivent de plus en plus, elle demande à Tomek s'ils font demi-tour ou pas, car ils vont faire leur tour de nuit quoi qu'il arrive. Dit comme ça paraît dingue, mais ils l'ont déjà fait sur d'autres sommets, ça n'est pas quelque chose d'anormal pour eux. Tomek est ok pour continuer, tous les deux sont d'accord, la décision de continuer c'est vraiment prise à deux, mais avec le recul, elle pense qu'ils étaient peut-être un peu submergés par l'émotion du fait d'être si proches du sommet, et ça peut se comprendre. 90 mètres, surtout que c'est leur 3e tentative ensemble, la 4e fois pour elle et la 7e fois pour lui. Le soleil est en train de disparaître, les températures vont baisser et à cette altitude ça va être extrême. Elisabeth et Tomek continuent d'avancer. Maintenant, il fait nuit, elle allume sa lampe frontale, elle est toujours devant, son souffle devient plus court, son champ visuel est diminué par l'obscurité, elle ne voit que ce qu'éclaire la lampe. Là encore, tout est normal, ils refont un point, ils ne sont plus qu'à quelques mètres, tous les deux se sentent bien et décident de continuer. Les émotions forcément sont là, Elisabeth est presque euphorique à l'idée d'arriver, et maintenant il fait tellement noir qu'ils ne se voient plus que par leur lampe. Chaque mètre est très difficile à cause du manque d'oxygène et à 18h, Elisabeth arrive enfin au sommet du Nanga Parbat, 8125 mètres. Elle tombe à genoux, elle est gelée, le vent est glacial, elle essaye de se réchauffer comme elle peut. C'est une sensation de plénitude, d'ivresse qu'elle décrit. Elle attend Tomek pour fêter ça avec lui, il n'est pas loin derrière. Elisabeth est ce jour-là la première femme au monde à avoir atteint le sommet du Nanga Parbat. Très vite, Tomek arrive, Elisabeth exulte, mais sa joie s'arrête brutalement et c'est là que le cauchemar commence. Quand Tomek arrive, il lui dit qu'il ne voit presque plus. Tout est flou. Il ne voit même pas la lampe d'Elisabeth. Elle comprend tout de suite que c'est très grave et elle le voit tout de suite dans le regard de Tomek qui est apeuré. Ils savent qu'à cet instant, en l'espace de 2 secondes, tout est en train de basculer. Elle explique dans le livre qu'en alpinisme, on a atteint le sommet seulement une fois qu'on est redescendu en bas car la redescente est tout aussi dangereuse que la montée. Elisabeth commence à paniquer et à avoir des larmes aux yeux qui gèlent direct sur ses cils. Tomek ne peut même pas voir le sommet, il est quasi aveugle. Pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que la redescente va être très compliquée, surtout de nuit, et qu'il faut immédiatement repartir. À partir de maintenant, leurs vies sont en danger. Elisabeth se ressaisit tout de suite, c'est une question de survie, elle le sait. Elle le prend dans ses bras et bam, direct, elle le sait, elle retrouve ses esprits. Elle va le guider, elle est la seule valide, tout repose sur elle à partir de maintenant. Elle tient Tomek par le bras droit en lui disant « Ne t'inquiète pas, on va redescendre. Tiens mon épaule, ne me lâche pas, ça va aller, on va descendre. » Mais au fond d'elle, elle sait très bien que c'est loin d'être gagné, elle sait qu'ils peuvent y laisser la vie. Ils entament la descente directe, pas le temps de se reposer. Dans un vent et des températures glaciales. Et de nuit, Elisabeth ne voit quasi rien. Les larmes n'ont même pas le temps de couler sur ses joues, ça gèle instantanément sur ses yeux. Lui devient de plus en plus givré du visage, ils avancent très lentement, mais ils avancent. Elle doit faire très attention à chaque pas, encore plus qu'avant. Elle est très concentrée, elle se focalise seconde après seconde. Elle est ses yeux et ses jambes. Elle a peur, elle a très froid, elle ne sait pas combien de temps elle va pouvoir tenir comme ça. Grâce à son passé de gymnaste, Elisabeth arrive à tenir des gestes ultra précis et répétitifs. C'est carré, elle découpe en fait dans sa tête étape par étape. Avec les températures extrêmes, ça serait trop dangereux de s'arrêter. Elle parle énormément du moment présent dans son livre. Elle a peur, oui,
mais elle arrive à reprendre le dessus et à gérer, tellement elle est concentrée sur ses pas et sur ceux de Tomek. Le temps n'existe plus en quelque sorte, et quand la peur l'envahit, elle se reprend vite, c'est très impressionnant. Elle parle à Tomek de sa famille, de ses enfants pour le motiver, mais il va de plus en plus mal et il ne répond presque plus. Dès que le terrain le permet, ils avancent plus vite et Tomek tient le bâton d'Elisabeth et il la suit comme ça à l'aveugle. La descente est très compliquée, les émotions se succèdent dans la tête de la jeune femme. À un moment, elle est même prise de colère, elle ne comprend pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'a pas fait plus attention à lui. Elle repense à la fois où elle lui a déjà sauvé la vie après une chute dans une crevasse en 2015. Là, elle se demande pourquoi c'est encore elle. Et puis Tomek a enlevé son masque, son nez est en train de geler complètement, elle lui ordonne de le remettre mais il n'arrive pas à respirer avec. Elisabeth panique à nouveau, l'état de Tomek se dégrade trop vite, elle a peur qu'il soit en train de faire un œdème cérébral. Elle sort alors de la pharmacie une dose d'un médicament à injecter, c'est exprès pour les urgences de ce type, mais l'aiguille se casse contre sa combinaison. Ils peuvent se l'injecter comme ça, mais là, pas de chance, et en plus, il n'y a pas d'aiguille de secours. Alors, Elisabeth se dépêche de fouiller dans les médicaments qu'ils ont et de lui donner le même médicament, mais en cachet. Tomek a les mains aussi complètement recroquevillées qui sont en train de geler, elle échange alors ses gants avec les siens. Pourtant, des deux, habituellement, c'est lui qui n'a jamais froid, parfois il n'a même pas besoin de gants. Avec les médicaments, Tomek respire un peu mieux, mais c'est encore trop faible. Ils repartent tant bien que mal. Vu son état de santé, le risque que Tomek soit en train de faire un œdème est vraiment une possibilité. C'est une course contre la montre qui commence dans des conditions terribles et pour rappel, ils n'ont pas d'oxygène. Elle le surveille sans arrêt, elle est en mode robot dans sa tête, elle se répète et visualise redescendre au camp 4. Retrouver nos familles, rester concentrés, planter les crampons, bien tenir le piolet si Tom glisse pour le récupérer, redescendre au camp 4, retrouver nos familles, rester concentrés, planter les crampons, etc. etc. Elisabeth se rappelle du trajet de leur montée, elle a mémorisé les endroits où les pentes sont plus importantes et dangereuses, là où se trouvent les crevasses, donc elle gère malgré l'urgence de la situation. Parfois, elle doit placer Tomek face aux parois, comme ça, j'imagine, avec le vide derrière eux. Elle lui donne la main et ils avancent comme ça. C'est un truc de fou. Puis enfin, ils arrivent à l'endroit où il y avait les cordes fixes, celles qu'ils ont vues à l'aller. Donc là, ils vont s'en servir, bien sûr. Elle estime à cet instant la température entre moins 50 et moins 60 degrés. Sachant que la température ressentie est plus élevée. Et ça s'appelle l'effet windshield, désolé pour l'accent. Forcément, je suis allée voir, je vous mets le tableau que j'ai retrouvé, c'est fou. On peut estimer, vu qu'il y avait du vent, qu'il ressentait une température aux alentours de moins 70 degrés, si ce n'est plus. Je n'arrive même pas à m'imaginer ce que peut représenter moins 70 degrés. Tomek et Elisabeth se battent, malgré la fatigue, le froid, l'altitude, les douleurs, et pour lui, c'est encore pire, puisque même en respirant maintenant, le froid brûle sa trachée et ses poumons. Il commence aussi à saigner de la bouche, son regard est épuisé, rempli de peur. Ses mains sont vraiment dans un sale état et tellement que tous les deux réalisent qu'à son retour, il sera amputé des deux mains. Elisabeth le prend dans ses bras, le serre, lui redonne un cachet. C'est un excitant, c'était la consigne de Tomek à donner en dernier recours quand vraiment on ne peut plus et qu'on est au bout. Ils réussissent à passer un mur de glace grâce aux cordes fixes. C'est Elisabeth qui fait quasi tout. Chaque mètre, c'est une victoire. Elle essaye de rester focus, mais elle est gagnée par la peur de plus en plus. Ils sont encore à 7522 mètres et l'état de santé de Tomek se dégrade encore. À ce moment-là, elle sait qu'ils ne pourront pas atteindre le camp 4, mais elle sait aussi que s'ils s'arrêtent, c'est la mort. Elle vient de lancer un appel de détresse à Ludovic. Ils sont donc à 7522 mètres à cet instant. Alors, ça peut paraître long, mais il faut savoir que pour eux, c'était la règle absolue de n'appeler les secours qu'en cas d'urgence ultime. L'état de Tomek s'est encore aggravé, c'est pour ça qu'elle donne l'alerte. Elle a eu beaucoup de mal, pour elle, c'était comme trahir leurs principes. C'était vraiment un code qui s'était toujours fixé. Dans le livre, elle explique tout ça en détail et vraiment, c'est très facile à comprendre. Donc, s'il vous plaît, pas de jugement dans les commentaires. Elisabeth envoie aussi un message à son mari et à Anna, la femme de Tomek.
Alors, Ludovic, c'est celui qui va coordonner tous les secours pour essayer de les sortir de là, et c'est lui qui va faire le lien à partir de maintenant. C'est un ami d'Elisabeth, et c'est son routeur, c'est-à-dire que c'est lui qui, depuis le départ, donne les indications sur la météo, les prévisions, etc. de chez lui. Là, je résume, mais c'est vraiment un métier, et Ludovic fait partie aussi du monde de l'alpinisme, et grimpe aussi. Elisabeth reprend un peu espoir, car maintenant, ils ne sont plus seuls, mais elle sait aussi que poser un hélico au-dessus de 7000 mètres et dans la nuit, c'est impossible. Elle sait qu'ils doivent descendre encore plus. Ludovic organise immédiatement les secours, mais au Pakistan, il n'y a pas de secours en montagne. Je vous explique plus loin dans la vidéo tout ce qui s'est passé en coulisses. Elisabeth et Tomek continuent d'avancer. Ils atteignent d'autres cordes fixes. Elle le tient par le coude car ses mains maintenant sont trop douloureuses. Elle lui explique que les secours vont arriver, mais ils savent tous les deux qu'ils sont trop hauts. Elle lit les messages de Ludovic en marchant. Par contre, impossible de répondre parce que dès qu'elle enlève ses gants, ses doigts gèlent tout de suite en 5 secondes. 15 minutes après les messages, Tomek n'a plus la force de marcher et même pour s'asseoir, c'est elle qui le fait pour lui. Elle s'assoit à côté de lui, elle le protège du vent. Elisabeth ne veut pas descendre, sans lui, c'est impensable pour elle. À ce moment-là, elle explique dans le livre que le glacier dont elle parle, c'est un endroit du trajet retour trop difficile à passer seule, mais vu l'état de Tomek, elle dit qu'à cet instant, c'était aussi une excuse pour ne pas le laisser. Maintenant, il ne réagit plus, son état est catastrophique, il n'avance plus, elle le lève, elle l'accroche à une corde fixe, elle creuse des marches dans la neige avec son piolet, avec ses crampons pour qu'il puisse grimper une autre paroi, mais Tomek n'y arrive pas, il est trop faible, il est assis, alors elle s'accroupit, elle le prend dans ses bras, du sang coule toujours de sa bouche, elle décide alors de chercher un trou, un abri. Mais avant, ils doivent absolument franchir ce mur de glace, alors Elisabeth le lève à nouveau, elle le met face au mur, elle s'accroupit et elle soulève son pied gauche avec ses mains et le pose sur la première marche de neige qu'elle a creusée. Tomek, lui, doit essayer de se soulever, elle supporte son corps par en dessous, pour elle c'est très physique, niveau rapport poids, mais pas que, vu les conditions extrêmes, et après avoir en plus la montée dans les jambes, mais elle s'accroche, elle pose ensuite le pied droit de Tomek sur une autre marche et ils vont faire 3 marches comme ça. Ça va être très long, ils sont exténués, mais ils réussissent. Elisabeth doit absolument trouver un abri, elle lui donne une corde fixe dans les mains, le terrain est sans embûche. En fait, maintenant, il doit juste marcher en suivant la corde, il doit à tout prix continuer d'avancer, mais quand elle revient, peu de temps après, vers lui, Tomek n'a pas bougé, il est resté assis dans la neige. Alors elle le relève, elle l'aide à atteindre la crevasse qu'elle a trouvée pour s'abriter. Elle essaye de le descendre, mais il finit par tomber dedans. Alors c'était 1,50 m de hauteur, donc on va dire que ça va. Voilà, maintenant ils sont à l'abri du vent. Elisabeth le prend dans ses bras. Tomek ne répond plus, il a les yeux fermés. Il respire toujours. Par contre, ses gelures au niveau des mains, des pieds et de son visage sont très inquiétantes. Elle va recevoir des messages de son mari et d'Anna, ça lui donne un peu d'espoir et elle se sent moins seule. Elisabeth a très peur pour Tomek maintenant, elle ne sait pas comment elle va faire vu son état. Le jour commence doucement à se lever. Ils sont vivants, mais dans quel état? Elisabeth doit s'occuper de Tomek en attendant les secours. Il somnole, il est très affaibli, elle lui parle des messages d'Anna, des secours qui vont arriver, même si elle-même ne sait pas trop comment tout ça est en train de s'organiser. Il parle un peu, il est conscient, et puis Elisabeth finit par sortir de la crevasse pour chercher du regard le camp 4, car en fait, ils n'en sont pas très loin. Elle fait alors une centaine de mètres, mais elle ne voit rien, il n'avait pas pensé à mettre de repère au niveau du camp 4. Maintenant, elle regrette, bien sûr, pour elle, c'est la seule solution à cet instant. Elle doit y aller, faire l'aller-retour pour ramener le réchaud, la tente, les duvets, pour pouvoir rester avec Tomek en attendant les secours. Alors pendant 2 heures, elle cherche le camp 4 sans relâche, mais tout se ressemble. Elle ne voit rien, elle retourne voir Tomek, elle a ces images en boucle maintenant qui tournent dans sa tête, de son visage en sang, ses mains, et elle est tellement perturbée qu'elle finit par se perdre et elle explique que ça ne lui était jamais arrivé lors d'une expédition.
Ludovic, dans le message, parle de la tente du camp 4, mais Elisabeth ne l'a toujours pas trouvé. Elle continue de chercher, elle élargit les cercles, elle partage les coordonnées via le GPS à Ludovic, mais elle tourne en rond, elle commence à perdre son sang-froid, elle retourne voir Tomek, il a froid, il saigne toujours, ses yeux sont vitreux et il a du sang partout, sur sa barbe et sur ses vêtements. Ce message est le signal clair et net pour Ludovic que si Tomek ne peut plus marcher, il est impossible qu'Elisabeth puisse descendre avec lui. Ça n'est pas une question de volonté, c'est juste impossible. Si un hélico ne va pas le récupérer, il est condamné. Et autre chose, si Elisabeth reste avec Tomek, elle est aussi condamnée, car il n'est pas possible de transporter 2 personnes en même temps dans l'hélico, pas à cette altitude en fait. Elle va essayer de le sortir de la crevasse pour qu'il puisse se réchauffer un peu au soleil. Elle creuse sous son corps, lui passe une sangle autour de lui et elle le remonte. Mais comme il ne tient quasiment plus sur ses pieds, c'est trop lourd pour elle, c'est un corps complètement leste. Alors elle creuse encore des marches dans la neige pour qu'il puisse essayer de poser ses pieds dessus. Il lui faudra 2 heures pour le sortir de la crevasse. Ça fait maintenant 24 heures qu'ils sont sans eau, qu'ils ont soif. Elisabeth met de la neige alors dans la bouche de Tomek, mais son corps rejette. Elle reste à genoux à côté de lui, elle continue de lui parler, elle essaye de le rassurer, de lui faire penser à l'après, à ses objectifs, à ses rêves. Elle se sent si impuissante, c'est terrible. Impossible de le laisser, pour elle c'est plus qu'un coéquipier, ils se connaissent depuis de nombreuses années. Ils sont liés par la montagne, ils ont partagé tellement de moments intenses ensemble et ils s'apprécient sincèrement. Au-delà de tout ça, Elisabeth reprend ses esprits, elle analyse la situation et toutes les solutions possibles. Les hélicos sont en route puisque c'est ce qu'on lui a dit dans la nuit. Les secours doivent décoller aujourd'hui, alors soit elle reste là, soit elle essaye d'atteindre le camp 4. Elisabeth prie et elle continue d'espérer parce que espérer, c'est la vie. Elle réfléchit encore. Elle ne sait pas si elle doit laisser Tomek ou aller au camp 4. Elle reçoit d'autres messages entre-temps de Ludovic qui lui demande toujours si elle peut descendre seule car l'hélico ne pourra pas récupérer les 2. Alors il faut savoir qu'en tout, c'est une trentaine de personnes de différents pays qui organisent les secours, qui essayent de prendre les meilleures décisions, de bien repérer le terrain, etc. Et ce sont eux qui veulent qu'Elisabeth redescende seule. Ils ont jugé que c'était la meilleure et surtout la seule solution possible. Mais elle, à cet instant, elle ne sait rien de tout ça et heureusement, vous verrez après pourquoi. L'organisation des secours a été en fait très compliquée, voire chaotique et miraculeuse à la fois, même si ça rallonge la vidéo, tant pis. C'est trop important, je trouve, pour ne pas expliquer ce qui s'est passé. Alors, Elisabeth refait un point sur la situation. Elle explique à Tomek les hélicos qui vont venir. Le camp 4, pas loin, qu'elle veut atteindre. Elle lui demande son avis. Lui, il lui répond que c'est la bonne solution, qu'il a froid, qu'il est épuisé et que de toute façon, il ne peut plus marcher et qu'il doit se reposer. Ce seront ses derniers mots. C'est très difficile pour elle à cet instant. Elle est seule dans sa décision. Elle se dit qu'elle doit aller au camp 4 pour rapporter du matériel. Ça leur permettrait d'attendre ensemble les secours. D'un côté, sa conscience lui dit de rester pour prendre soin de lui et de l'autre, sa raison lui dit que si elle ne descend pas au camp 4, elle le condamne. C'est un ping-pong incessant dans sa tête entre les 2 options. L'hélico n'a toujours pas décollé. Elisabeth sait alors que maintenant, elle n'a plus le choix. Elle sait qu'elle doit partir, mais elle n'y arrive pas. Elle répond à Ludo que le trajet est trop dangereux pour une personne seule, car il y a beaucoup de crevasses et qu'elle n'a pas de corde. Alors elle refuse, c'est trop risqué pour elle. Alors elle n'a pas tort, mais c'est aussi et surtout parce qu'elle n'arrive pas à quitter Tomek. C'est vraiment terrible comme situation. Elle renvoie un message à Ludovic pour lui dire qu'elle va finalement essayer de descendre à 6800 mètres. Elisabeth allonge Tomek dans la crevasse, elle le frictionne encore pour le réchauffer. Elle a très peur qu'il glisse plus bas au fond de la crevasse. Elle hésite encore, elle sait qu'il y a une équipe terrestre qui s'organise aussi pour monter et apparemment un 2e hélico doit prendre une décision maintenant, vite. L'état de Tomek est de pire en pire.
Elisabeth doute encore, elle veut trouver le camp 4, là-bas il y a d'autres médicaments. Alors elle explique à Tomek que les secours vont arriver aujourd'hui et que elle part chercher le camp 4. Avant de s'éloigner, elle laisse tout son matériel à Tomek, les piolets, etc. Au cas où, on ne sait jamais. Elle lui dit que les secours arrivent dans quelques heures et qu'ils se retrouvent en bas après. Elle en est persuadée vu que c'est ce qu'on lui a dit dans les messages. Alors elle marque la crevasse avec un bâton et elle entame la descente. Ses pieds sont très lourds. Elle avance, mais elle a peur de s'éloigner de Tomek. Elle pense aux hélicos qui arrivent pour se motiver. Elle essaye de retrouver ses repères, de l'aller, mais il y avait du brouillard, donc là, tout est différent. Et le vent avec la neige a recouvert les crevasses. Elisabeth n'est plus sûre d'elle, elle hésite encore. Est-ce qu'elle doit retourner vers Tomek ou pas? À 14h30, elle reçoit encore un message de son mari, très inquiet. Elle pleure, mais en même temps, c'est ça qui va lui donner la force de continuer d'avancer. Et elle finit finalement par atteindre le camp 3. Par contre, si elle continue de descendre encore, elle ne pourra plus remonter après. Alors à cet instant, elle hésite encore une fois. Elle a l'impression, le sentiment d'abandonner Tomek. C'est très difficile pour elle, mais elle sait que les hélicos vont arriver pour lui. Elle est remplie de culpabilité, mais elle doit se concentrer. Elle ne peut rien faire de plus pour lui. Elle doit suivre les consignes des équipes de secours. Et puis, elle doit aussi penser à elle, à se sauver. Elle sait que si elle reste avec Tomek, de toute façon, elle ne pourra que le soutenir et être présente. C'est vraiment une dualité qui s'est installée dans son esprit. Si elle reste, elle le condamne, lui et elle. Et finalement, la raison l'emporte. Redescendre, ne rien lâcher et prendre le trajet le plus sûr et rapide. C'est une décision très difficile. Elle se répète en boucle pour ne rien lâcher. Descendre, secourir Tomek, vite. Descendre, secourir Tomek, vite. Elle éteint le tracker pour garder de la batterie et elle repart. Elle court dès que c'est possible. La météo par chance est toujours bonne. Elle voit des traces au sol qu'elle suit. C'est inespéré. Ce sont les traces des trajets d'autres alpinismes. Elle se retourne souvent et regarde en arrière. Elle enregistre tous les détails au cas où elle devrait remonter pour Tomek. Elle envoie aussi ses coordonnées GPS à Ludovic. Le terrain est en pente, c'est glissant. Elle doit rester très vigilante. Si elle tombe, elle n'a plus qu'un seul bâton pour se retirer. Ça pourrait être fatal. Elle n'est pas dans un champ de neige, mais au milieu de crevasses béantes, alors elle a ralenti le rythme. Elisabeth ne comprend pas. Pourquoi demain? Le temps est ok. Pourquoi maintenant qu'elle est partie, on lui dit peut-être demain? Elle est perturbée par le message, mais elle continue sa descente et elle fait confiance au secours. Elle n'a ni mangé ni dormi depuis 24 heures. À 16h30, elle est à 6671 mètres d'altitude. C'est ce qu'on lui avait demandé. Alors elle est assise sur un caillou et elle attend l'hélico. Il fait encore jour, mais plus pour très longtemps. Elle attend et elle pense à Tomek. C'est le choc pour elle. Les hélicos ne seront là que demain. Elisabeth va devoir passer une nuit de plus, seule, dans un environnement extrême et sans rien, ni tente, ni duvet, absolument rien, en plein hiver dans l'Himalaya. Les températures sont polaires. C'est techniquement presque impossible d'après ce que j'ai lu. Elle hésite encore à repartir en arrière et à retrouver Tomek. Franchement, à cet instant du livre, j'étais scotchée, je m'attendais pas du tout à ça. Psychologiquement, à encaisser, ça a dû être terrible. Et c'est là qu'on voit qu'au-delà de l'aspect physique, qui est extrême, bien sûr, au niveau mental, c'est tout aussi extrême. Et pourtant, c'est loin d'être fini. Dans le message que Ludo a écrit Monetti en arrivant, Elisabeth explique qu'il a écrit ça exprès pour la motiver, lui donner espoir. Monétier-les-Bains, c'est un endroit où ils ont l'habitude d'aller ensemble après leur sortie, leurs expéditions. Elisabeth a tout à fait conscience que dans les deux cas, c'est la merde. Elle est perdue, elle se sent seule, abandonnée. Elle hurle dans le vent, elle prie, et puis ce qu'elle redoutait arrive, une tempête. Elle ne sait pas quoi faire, elle est épuisée, elle repense à tout, elle se demande où ça a merdé, est-ce qu'ils sont partis trop tard, est-ce que le camp de départ, le camp 4, a été établi trop bas, ou alors est-ce que c'est l'altitude que Tomek n'a pas supporté? Plein de questions dans sa tête, elle relit encore le message de Ludovic, elle hésite vraiment à repartir vers Tomek, c'est fou, et en même temps c'est complètement compréhensible, c'est une torture psychologique, et ce qui va la faire rester, c'est que les piles de sa lampe frontale sont HS. Donc plus de lumière maintenant, le risque de se perdre serait trop grand. Elisabeth décide de rester sur place tout en étant rongée par la culpabilité. Elle est à bout physiquement, elle a froid, elle pense à Tomek, comment est-il? Elle a peur et elle sait que la nuit qui l'attend va être terrible et très très longue.
Elisabeth essaye de se reprendre, elle doit se préparer pour la nuit, mais elle n'a plus de matériel, alors elle regarde autour d'elle. Et elle trouve par chance un bout de plastique, un reste de tente. Elle en cherche un plus grand qui pourrait la protéger du froid. Elle trouve aussi un petit bout de rouleau de corde qui est sur une paroi de glace, mais impossible de le détacher. Elle essaye en tapant avec un caillou dessus, mais rien. Elle sait qu'elle est dans la zone du camp 3, pas loin, alors elle continue de descendre. 100 mètres plus bas, c'est un terrassement, une partie plate. C'était sûrement des camps avant ici. Alors elle cherche quelque chose au sol qui pourrait traîner, qui pourrait l'aider, mais rien. Alors elle n'a plus le choix, elle cherche à nouveau une crevasse pour s'abriter pour la nuit. Elle va faire 3 mètres de traversée en mode funambule le long d'un mur de glace. En dessous, elle aperçoit un tout petit muret de 50 cm en glace et derrière le muret se trouve un tout petit endroit plat renfoncé. Alors, c'est très risqué, hein, c'est dans une crevasse. Elle descend dedans et elle réussit. Elisabeth est gelée, elle essaye de se réchauffer, elle tremble de partout, ses muscles se contractent, se tétanisent. Elle frotte ses mains, se balance d'avant en arrière. Alors, l'endroit où elle se trouve est minuscule. Ça fait environ 1,50 m de long et en hauteur, c'est pas mieux, car elle doit rester assise, voûtée. Et en plus, le plafond est rempli de stalactites. Elle sait qu'elle doit rester éveillée pour survivre. Elle ne pense qu'à Tomek, elle revoit son visage en sang, elle pense à lui, la nuit qu'il va passer de son côté. Elle ne comprend pas pourquoi les secours ne sont pas venus, à cause de quoi, l'argent, l'altitude. Elle pense à son mari aussi, elle est épuisée psychologiquement et physiquement. Elle va trembler comme ça pendant plusieurs heures, dans le noir complet. Elle se retourne régulièrement pour changer de position afin de relancer sa circulation sanguine. Elle est en position fétale, la neige s'infiltre dans sa combinaison. D'un côté, oui, ça la refroidit encore plus, mais elle explique que d'un autre côté, ça l'empêche de s'endormir, car elle est tellement à bout qu'il manquerait pas grand chose pour qu'elle sombre dans les bras de Morphée. Et puis même si elle est à l'abri, le vent est tellement fort qu'elle reçoit quand même de la neige sur son visage. Elisabeth lutte contre le froid et contre ses idées noires. Elle pense beaucoup à son mari. Elle pense à un moment avoir dormi un peu. On est en pleine nuit, elle est frigorifiée. Sérieux, je ne sais pas comment c'est possible de tenir, même avec une combinaison, dans des températures aussi extrêmes. Et un détail, dès le départ, en fait, sous ses chaussettes, elle avait enveloppé ses pieds dans de l'aluminium. Elle n'était pas très sûre, mais elle voulait tester pour voir si ça pouvait isoler un peu mieux. Et en fait, il se trouve que ça a eu l'effet inverse, mais depuis le départ, elle n'a pas eu le temps d'enlever la couche d'alu. Là, elle est tellement gelée qu'elle va le faire, donc elle est encore à moitié endormie. Elle réussit à enlever d'un pied. Par contre, elle n'arrivera pas à enlever sa deuxième chaussure. Elle se rendort un peu, puis se réveille, le visage recouvert de neige. Elle rêve à moitié éveillée, elle a des hallucinations. Son corps est réveillé, mais pas son esprit. Elle est entre le sommeil, la somnolence, l'hallucination. Elle se réveille en sursaut. Sa chaussure gauche a disparu, elle est tombée au fond de la crevasse. En fait, durant la nuit, elle a eu une hallucination, elle a vu des personnes venir lui apporter du thé chaud et une femme qui lui a demandé sa chaussure en échange. Elisabeth a alors retiré sa chaussure pour la lui donner en remerciement du thé, bien sûr inconsciemment. Donc maintenant, elle se retrouve avec un pied en chaussette. Sa lampe frontale qui ne fonctionne plus. Le pied en chaussette, bien sûr, elle ne peut pas le poser par terre, sinon ça va être les gelures directes. Donc elle est accroupie comme ça, sur un pied. Comme si ça n'était pas assez difficile, le corps a des besoins aussi. Elle doit vider sa vessie. Elisabeth va devoir alors uriner sur un pied, dans un endroit tout petit, accroupi, dans le noir, par moins 60 degrés. Elle va devoir enlever sa combinaison. Sa chaussette et son pied finiront mouillés par son urine et vu les températures, c'est très très dangereux. Ça y est, enfin, les secours vont partir. Alors, je ne sais pas comment, mais Elisabeth trouve la force d'escalader sur 3 mètres la crevasse, mais pas en direction du haut, non, vers le bas pour essayer de récupérer sa chaussure. Par contre, elle ne voit rien, alors elle remonte. Elle est gelée, son visage est givré, ses cils sont givrés, mais elle se dit « bouge-toi » au lieu de subir. Alors, elle retente encore une fois, elle redescend dans la crevasse. Et enfin, elle aperçoit sa chaussure. Elle creuse alors des marches avec les crampons de son pied droit, elle réussit à attraper sa chaussure et à remonter pour enfin sortir de la crevasse et se mettre au soleil. Ça fait 3 jours maintenant depuis le départ de l'ascension. Elisabeth commence à être trop déshydratée,
À cette altitude, il faut un minimum d'1 litre d'eau par jour environ. On pourrait penser qu'avec la neige, c'est facile de s'hydrater. Eh bien, pas du tout. Elle en prend un peu pour s'hydrater, mais sa peau, ses chairs dans sa bouche s'arrachent car la neige est gelée et ça colle. En plus, ça mouille ses gants, donc elle ne peut pas le faire souvent. Dans le livre, elle explique que ce qui la tient aussi, ce sont tous les échanges qu'elle a avec Ludovic. Elle sait que son corps est déjà hors de ses limites à cet instant-là. Elisabeth regarde toujours en direction de Tomei. Elle prie pour lui. Puis elle voit au loin une tempête qui arrive vers lui là-bas. Le temps change, le ciel s'assombrit et ça va vite. Elle fixe les nuages, impuissante. Elisabeth revoit encore dans sa tête tout le trajet, les erreurs. Elle se sent tellement coupable et plus vis-à-vis de la famille de Tomek. Pourquoi ils sont retournés sur le Nanga? Elle s'en veut. Pourquoi ils y retournent comme ça? Elle se pose la question vraiment, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et la réponse, c'est écouter la petite voix au fond d'elle. Ça n'est pas une question de record. Elle explique vraiment que pour chaque ascension, le but est de partir sans prendre de risques. Elle n'y va pas du tout pour frôler la mort. Elle y va car ça fait partie d'elle. Voilà, en tout cas, la culpabilité ne la lâche pas. Elle pense encore qu'elle aurait dû rester avec lui pour le protéger et ne pas écouter les autres. Elle revoit en boucle les images de Tomek, de son visage, lui blessé. Elle attend les hélicos, elle est gelée. Le temps est très long, les heures passent. Elle s'épuise de plus en plus. Elle aimerait tellement dormir. Elisabeth ne comprend pas pourquoi tout se retarde. Et en plus, elle n'entend rien. Elle ne les voit pas arriver. Pourtant, il dit qu'ils sont sur place. Mais rien. Elle n'entend que le bruit du vent. La nuit commence à tomber petit à petit. Elle retourne dans la crevasse. Il ne reste que 3% de batterie au tracker. Donc il n'est plus possible maintenant pour elle de communiquer. Elle doit l'éteindre. Elle reçoit un dernier message à 17h40 juste avant. Et c'est vraiment le pire message qu'elle pouvait recevoir. Elle apprend que l'hélico ne sera pas là avant demain. Encore une nuit de plus à survivre. Ça doit vraiment être horrible à encaisser. Elle ne comprend pas ce qui se passe et forcément elle pense direct à Tomek qui n'a pas pu être secouru. Mais elle espère encore qu'il soit en vie. Pour elle, plus question d'attendre ici qu'on vienne la chercher. Elle doit descendre, elle le sait, sinon elle va mourir ici. Il fait nuit maintenant, elle n'a plus de lampe frontale. Elle prend la décision de continuer sa descente et d'aller après secourir Tomek. Elle doit survivre pour elle mais aussi pour lui. Elle ne voit aucune autre solution. Elisabeth veut se battre et ne pas rester là à attendre. La descente commence pour elle. Par contre, elle ne sent quasi plus son pied gauche, ce qui est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il est à un stade avancé de gelure. Ses mains, elles, sont douloureuses. Il fait noir. Elisabeth marche lentement. Elle a peur. La pente est inclinée à 50-60 degrés. Elle ne voit rien. Elle n'a pas de matériel. Elle n'a quasi rien bu depuis 55 heures. Pas dormi depuis 80 heures. Et elle est sur un itinéraire qu'elle ne connaît pas. Il y a juste la lumière de la lune qui éclaire un peu. Elle se laisse glisser le long des cordes fixes. Lentement, elle finit par enlever son masque parce qu'elle ne voit plus le relief. Le vent sur son visage est glacial. Mais Elisabeth reste focus. Garder ses doigts au chaud, bouger les orteils, plisser les yeux pour ne pas perdre la vue. Et elle avance. Et elle se répète ça en boucle dans sa tête. Plus elle progresse, plus ses doigts sont gelés et la douleur de plus en plus insoutenable. Elle sait que le temps se dégrade et qu'une tempête va arriver après le 27 janvier. Son mari l'avait aussi prévenu par message. Elisabeth a la bouche en sang à force de s'hydrater avec la neige. Elle avance lentement, dos au vide. Elle garde confiance en son corps. Elle est entraînée pour ce type d'environnement. Elle sait qu'il est fort. Manger la neige, souffler sur la main, saisir la corde, refouler la fatigue, serrer le mousqueton, avancer encore et toujours. Elle reste focus, mais elle pense beaucoup à Tomek et se demande comment il est maintenant.
40 mètres de plus. Si elle chute, elle meurt. La seule chose qui la retient, ce sont les cordes fixes. Elle doit faire très attention. Elle dérape par endroits. Elle s'accroche de toutes ses forces aux cordes qu'elle compare au fil d'Ariane. Maintenant, sous ses gants, il y a de la glace qui s'est formée. C'est encore plus douloureux. Elle fait tout pour penser à autre chose que la douleur et elle se dit « Bouge-toi, tu n'as pas le choix, ici c'est la mort ». Elle tient et elle y arrive parce qu'elle se raccroche à la vie et ne pense pas à la mort. Elle pense à la vie de Tomek et à la sienne. Les vents sont de plus en plus forts, la température extrêmement basse, les nuages sont là, la tempête se rapproche, mais elle a réussi à passer le glacier. Elle fait une pause, elle est épuisée, mais elle ne reste pas longtemps. Elle repart quasi direct, gelée, avec des douleurs atroces. Elle avance maintenant de plus en plus lentement, mais elle sait qu'elle doit faire vite. La tempête est derrière elle. Elle se concentre sur ses pieds, sur chaque pas. Elle ne regarde pas au loin. Elle reste focalisée uniquement sur les 50 mètres devant elle. Elle arrive à un autre palier, avec d'autres cordes fixes. Elle doit tester si elles sont solides, car avec les saisons et les températures, elles s'usent et avec le gel, elles peuvent se briser comme du verre. 40 mètres de plus. Elle a de la chance en fait de ressentir la douleur dans ses mains, car c'est ça qui fait qu'elle peut encore s'en servir. Ça veut dire que la circulation du sang circule toujours. Dans ses mains, il lui aurait été impossible de mettre les mousquetons, les cordes, etc. Parfois, elle enlève les gants pour souffler sur ses mains et essayer de les réchauffer un peu, relancer la circulation du sang. Et pour enlever la glace qui se forme à l'intérieur. Sur son visage aussi, c'est une douleur extrême, comme des aiguilles. Le vent fait voler des éclats de givre. À un moment, elle va perdre un gant. Il ne lui reste donc plus qu'un sous-gant sur une main, mais elle sait qu'elle n'est pas loin du camp 2. Elisabeth se raccroche au dernier message de Ludovic qui disait qu'il y a une tente d'une ancienne expédition au camp 2, une tente de 2016. Alors elle se bat et elle continue d'avancer. Elle aperçoit au loin, venant du bas, 2 faisceaux lumineux dans la nuit. Ça bouge, elle comprend que ce sont les secours. Elle hurle, elle est sur les cordes, immobile, sur un caillou, ils n'entendent pas car il y a trop de vent. Elle hurle encore et d'un coup, la lumière se dirige dans sa direction. Ils sont là à 20 mètres d'elle. Elle est prise d'euphorie, de soulagement, elle avance de quelques mètres et enfin, il y a 2 hommes qu'elle peut serrer dans ses bras. Elisabeth Révol n'est plus seule, elle est sauvée. Par contre, elle pense tout de suite à Tomek. Les 2 hommes sont Denis et Adam. Ils se connaissent, ce sont des alpinistes professionnels, détenteurs d'ailleurs de plusieurs records. Là encore, si je peux, je vous mets la vidéo du sauvetage si YouTube ne bloque pas. Sinon, pareil, en barre de description, vous retrouverez le lien. Par contre, c'est la nuit, donc je vous préviens, c'est vrai qu'on voit quasi rien. En arrivant au camp 2, j'ai commencé à crier, juste au cas où. J'espérais qu'elle ne soit pas trop loin. J'ai appelé Elisabeth. Ça faisait de l'écho entre les rochers. Et à un moment, j'ai entendu une voix de femme vraiment très faible dans le noir. J'ai dit, elle est là, pas loin. Elisabeth. Nice to see you. Adam, I help you. J'ai entendu Denis crier « Adam, je l'ai trouvé !» J'étais tellement content, je pleurais de joie. Adam et Denis tout de suite lui donnent d'autres gants, d'autres moufles, il la place sur une autre corde car il faut faire la descente quand même. Par contre il lui demande qu'elle ne se serve plus de ses mains car elles sont trop abîmées. Et vu son état, les 2 hommes prennent la décision de descendre Elisabeth qui a besoin de soins en urgence. Et après, seulement si c'est possible, ils remonteront pour Tomek. Elle, à ce moment-là, en fait, elle ne réalise pas vraiment, elle pense que quand même demain l'hélico pourra aller chercher Tomek. Les 2 hommes ont dû faire un choix, soit c'était laisser Elisabeth seule encore une nuit et continuer leur ascension sans avoir la certitude de trouver Tomek et encore moins vivant. Et tout ça après plus de 10 heures de montée pour eux, soit prioriser la sécurité d'Elisabeth. Ils vont devoir passer encore une nuit dans la montagne tous les 3 car ils sont trop faibles pour continuer et l'hélico ne peut pas venir les chercher. Donc ils installent un camp mais c'est très compliqué car avec la tempête le vent est tellement violent que tout s'envole. Ils recommencent et ils réussissent à poser une toute petite tente. Les 2 hommes sont pliés en 2 tellement c'est minuscule, mais ils peuvent se réchauffer, il y a le réchaud, ils peuvent boire, manger et enfin elle peut se laisser aller. À cet instant, elle est à milieu d'imaginer le retour tragique qui l'attend entre les jugements et les accusations.
La douleur de ses mains est horrible, elle ne peut plus rien toucher. Des cristaux de glace se sont formés dans ses chairs. Mais s'il y a douleur, c'est bon signe, sinon le risque d'amputation est plus grand. Ils descendent en rappel une autre arête. Elisabeth se laisse guider et utilise uniquement ses pieds. C'est très dangereux, elle reste très concentrée. Avec les rafales de vent, elle se cogne contre la paroi, puis à nouveau des cordes fixes, les échelles installées par les Sherpas. Il passe un autre mur de glace, encore une grande pente. Elle est frigorifiée, mais enfin, elle aperçoit le camp 1. Elisabeth court, c'est dingue. Elle arrive enfin au bivouac. Sur place, ils prendront des photos pour immortaliser l'instant. Et puis, des hélicos viendront enfin les chercher. Depuis les airs, elle regarde la montagne s'éloigner. Elle pense à Tomek. Elle prie pour qu'il lutte encore, pour qu'il se batte. Elle est soulagée et se sent toujours coupable en même temps. Arrivée au camp de base, elle s'effondre de désespoir. Elle est complètement brisée. On lui donne en urgence un traitement pour relancer sa circulation sanguine. Elisabeth Trévol est sauvée après avoir passé 3 nuits dans les montagnes avec juste une combinaison pour protection. Et elle devient la première femme à avoir gravi la montagne tueuse. Elle est de retour en France le 30 janvier 2018. Elle reste une semaine en soins intensifs avant de pouvoir rentrer chez elle dans la Drôme et il lui faudra après encore 6 semaines pour évaluer la gravité de ses gelures. Aux mains, elle a des gelures de stade 3 et son pied gauche stade 4. Ses orteils sont noirs quasiment, mais par chance, elle évitera les amputations. Le 7 février, le jour de sa sortie d'hôpital, elle tient une conférence à Chamonix. Alors je ne sais pas si c'est d'elle-même ou si on lui a dit qu'il était préférable de s'exprimer le plus vite possible. Son histoire a fait le tour des médias dans le monde. Pour elle, ça a été plus violent que l'horreur qu'elle a vécue sur la montagne. Elle en parle comme de l'enfer. Sur les réseaux sociaux, il y a eu 2 camps. L'un où elle était une héroïne et l'autre où elle a été celle qui a abandonné son coéquipier. Beaucoup la jugent et l'insultent même. Alors elle est déjà anéantie par la mort de Tomek. Elle a mis beaucoup de temps à accepter la réalité. D'ailleurs, même plusieurs jours après encore, elle ne voulait pas accepter qu'il soit mort et elle pensait qu'il était toujours vivant et qu'il fallait aller le chercher là-haut sur la montagne. Elle aura nuit et jour l'image de son visage souffrant. Alors les médias par-dessus, les réseaux sociaux, ça l'a vraiment terminé. Elle est rongée par la culpabilité, la tristesse, malgré ce que les médecins lui ont expliqué après. En fait, lorsqu'elle a laissé Tomek, il était déjà au stade terminal de l'œdème pulmonaire et il ne lui restait que quelques heures à vivre. Il était condamné et ça n'aurait rien changé même si un hélico était arrivé sur place en urgence. Elle apprendra aussi que tout était très clair dès le début et qu'il n'y avait aucune chance pour lui et que les secours se sont concentrés pour la sauver elle. Tout a été fait pour la faire descendre seule. Ludovic explique que dans le fond, ça n'est pas réellement elle qui a pris la décision. Tout le monde a compris très vite qu'il ne pourrait pas sauver Tomek, c'était trop en altitude pour les hélicos. Tant au début, il y a eu une sorte de cafouillage, alors je ne sais pas par qui, mais on a confirmé à Ludovic que les hélicos pouvaient monter jusqu'à Tomek. Pour ça qu'Elisabeth recevait les messages disant que les secours allaient arriver. Finalement, ça ne sera pas le cas, c'était beaucoup trop, et même pour que des secours terrestres puissent le redescendre en le portant sur une civière, c'était trop dangereux pour tout le monde, tout qu'en plus la météo n'a pas aidé. Comme je vous l'ai dit, au Pakistan il n'existe pas de secours en montagne. La chance est venue donc des 2 alpinistes polonais, Adam et Denis. Denis a déjà gravi les 14 8000 et les 2 hommes étaient sur place au Pakistan en fait pour tenter l'ascension du K2. Et quand ils ont appris la tragédie qui est en train de se passer, ils ont décidé d'annuler leur expédition et de se porter volontaires. Par contre, ça n'a pas été simple du tout car il a fallu les monter au camp et au Pakistan, seuls les hélicoptères de l'armée ont la capacité de se rendre dans les altitudes de l'Himalaya et l'essence coûte extrêmement cher. Il fallait des fonds pour payer le carburant, alors ce sont des amis d'Elisabeth qui ont fait un appel aux dons pour financer le sauvetage. Et c'est comme ça que le 27 janvier, l'hélico de l'armée décolle. Il doit aller récupérer Denis et Adam qui sont donc vers le K2 à 450 km de là, pour ensuite les déposer vers 17h30 au pied du Nanga Parbat, donc à 4800 mètres d'altitude au niveau du camp 1. Et rien que ça a été une opération très délicate et dangereuse pour l'hélico. Pour faire tout ce trajet, donc l'aller-retour, les pilotes ont dû s'arrêter plusieurs fois pour faire le plein d'essence, donc ça a pris beaucoup de temps. Denis et Adam, une fois déposés au pied du sommet, donc partent à la rencontre d'Elisabeth de nuit, puisqu'ils commencent la montée en fin de journée et ils vont établir un record en parcourant près d'1 kilomètre en moins de 8 heures jusqu'à elle sur le trajet le plus court mais le plus difficile. Pour bien se rendre compte, c'est un itinéraire qui se fait normalement en plusieurs jours. Elisabeth explique que ce qui lui a sauvé la vie, c'est d'avoir pensé à la vie
tout le long et non à la mort, de croire que sauver Tomek était possible. Elle n'a pas réalisé en fait que son état était aussi grave, et tant mieux, sinon elle n'aurait pas eu la force selon elle de réaliser l'exploit de la descente sans matériel et de tenir les 2 nuits seule, sans rien comme ça dans le froid. C'est pour ça aussi que par message en fait on ne lui disait pas que Tomek était condamné. Donc là encore, comme dans toutes les autres histoires, c'est l'espoir qui a été le moteur. L'après, ça a été très compliqué, elle va passer par des insomnies, des cauchemars, elle n'arrivera même pas à reprendre juste le vélo. Durant des mois et des mois, elle revoit les mêmes images, elle revit l'horreur, la nuit passée avec Tomek, les nuits passées seule, et puis petit à petit, elle retrouve le sommeil, reprend la course à pied, le vélo, mais elle ne reprend pas tout de suite l'alpinisme. Mais les sommets et les montagnes, tout ça, ça va lui manquer au bout d'un moment. Là-haut, comme elle le dit, elle est chez elle, elle est en osmose avec la nature, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'expliquait Stephen Callahan avec la mer. Elle va hésiter à retourner au Nanga Parbat pour rendre hommage à Tomek, et pour elle aussi, pour apaiser ses souvenirs douloureux. Mais en mars 2019, il y aura 2 autres morts des alpinistes qu'elle connaissait. Elisabeth commence son ascension. Il est 22h. C'est un peu tard, normalement on part vers 18h, mais elle a toujours fait comme ça pour ne pas être coincée dans le flux des grimpeurs. Alors oui, vous avez bien entendu, elle est en train de réaliser son rêve, atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde. Elisabeth garde toujours son style alpin, ce qui veut dire monter sans oxygène, donc pas le temps de faire de pause de plus d'1 heure. Et sur l'Everest, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est devenu très touristique. Elle parle de ça aussi dans son livre d'ailleurs. À un moment, elle se retrouve tellement ralentie que 2 choix s'offrent à elle. Soit elle continue en prenant de l'oxygène, soit elle redescend, mais même en redescendant, ça va bouchonner. Alors à votre avis, elle fait quoi? Elisabeth décide de prendre de l'oxygène et de continuer de monter pour enfin clore un chapitre très important de sa vie. Cette fois, sa démarche est différente. Elle ne veut pas établir de record. Elle le fait pour elle, à un niveau très personnel. Ça n'est plus pareil depuis la mort de Tomek, depuis la mort des autres. Elle parle d'un Everest intérieur qu'elle gravit après ce qui s'est passé au Nanga. Elle renoue avec elle-même, elle ne veut plus prendre autant de risques, que ça soit pour elle ou pour l'équipe qui va l'accompagner. Elle ressent un mélange de joie, de liberté, de revanche, de peur aussi. Depuis le Nanga Parbat, elle a les extrémités, les mains qui sont fragiles. Elle pense à ses amis, à ses collègues perdus durant la montée. C'est beaucoup d'émotions. Et c'est à 10h50 du matin qu'Elisabeth atteint le sommet du mont Everest. La vue est incroyable, magnifique. C'est son rêve d'enfant. Elle a l'impression de renaître. C'est ça qui l'a motivée depuis son retour du Nanga Parbat. Et alors attendez, parce que vous n'êtes pas prêts, je pense. Dès le lendemain, elle enchaîne avec le Lhotse. La fenêtre météo était de quelques heures et à 9h20, elle se trouve au sommet du Lhotse, donc qui est la 4e montagne plus haute du monde. Cette fois, ça y est, elle s'est enfin retrouvée. Pour elle, ça a été sa guérison. Elisabeth explique qu'elle n'a jamais regretté d'avoir quitté l'éducation nationale pour l'alpinisme. Elle suit ce qui illumine sa vie, ce qui l'anime et l'épanouit. Elle ne monte pas là-haut pour combattre, mais pour, je la cite, pour vivre pleinement la vie, sa vie. Elisabeth Revol est détentrice de nombreux records dans le monde de l'alpinisme. Elle a été la première femme à avoir gravi en solitaire et sans oxygène 3 sommets faisant partie des 8000, dont 2 qu'elle enchaînera en 52 heures sans retour au camp de base, ce qui est aussi un autre record. Voilà, je sais que la vidéo a été pas mal longue encore et pourtant je ne vous ai pas tout raconté. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là avec moi. Quand j'ai lu le livre, franchement, j'étais scotchée tout le long. Je me suis prise encore une belle claque. Dans le livre, elle parle aussi de ses expéditions sur d'autres sommets. Elle a vraiment un sacré parcours. Il y a aussi beaucoup de passages où on vit avec elle, son introspection. Elisabeth est bouleversante, elle fait une auto-analyse très fine d'elle-même. J'ai eu les larmes aux yeux à certains passages. C'est une femme impressionnante et remplie d'humilité. Là aussi, elle fait le parallèle avec la spiritualité et le précieux moment présent. C'est un livre très enrichissant, gros coup de cœur pour moi, malgré la fin tragique. Je vous mets le lien du livre en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Sur ses réseaux sociaux, il n'y a plus d'activité depuis fin 2021, idem sur son site. Je vous mets les liens de toutes les vidéos, même celles où on voit Tomek. On voit aussi Elisabeth qui parle de lui, de sa passion pour l'alpinisme et même de son obsession pour le Nanga Parbat. Voilà, grande admiration pour la femme qu'elle est. J'espère que vous avez apprécié de la découvrir aussi. Des personnes comme ça, perso,
ça m'inspire, ça me porte et ça m'enrichit. Je ne traîne pas parce que je n'ai presque plus de voix et j'ai déjà dû recharger la batterie de l'appareil photo. Merci encore pour tout le soutien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!